Un homme arrive au travail tôt le matin. Il stationne sa voiture, sort, se dirige vers la porte du commerce. Rien d'inhabituel. En quelques minutes à peine, tout bascule. Il n'y a pas de dispute, pas de signe avant-coureur, juste une agression extrêmement violente, rapide, presque invisible. Et depuis ce matin-là, une seule question demeure. Pourquoi? Fernand Champoux, 68 ans, Mascouche, 18 avril 2006. Suspect numéro 1. Crime, mystère, rebondissement. Faites partie de l'enquête avec Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Suspect numéro 1. Alors aujourd'hui, Marie-Claude, dans le suspect numéro 1, on vous plonge dans une agression éclair. Ça a été comme extrêmement rapide. C'est survenu dans un environnement public en plus, dans une fenêtre de temps vraiment aussi très, 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 très courte. C'est un crime qui a été commis en quelques minutes, sans témoin et sans explication. Fernand Champoux, 68 ans, travaille à l'aubainerie. C'est un gars routinier qui loue un appartement dans le coin, pas d'antécédents judiciaires ou quoi que ce soit. Stéphane Luce. Il y avait des caméras, puis il n'y a rien qui a été capté. Puis c'est tellement violent. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. En fait, Fernand s'est rendu au travail vers 7h moins quart le matin. L'aubainerie de à l'aubainerie, Mascouche. oui, en fait, à l'aubainerie de Mascouche, effectivement. Et puis, il avait l'habitude de se stationner à l'avant du commerce. Puis là, ce matin-là, il est allé complètement à l'arrière du commerce, au fond. Donc, pour quelle raison, on l'ignore. C'était pas dans ses habitudes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait, en s'en allant vers le commerce, qu'il aurait été attaqué par l'arrière, là, avec un objet contondant essentiellement à la tête. Donc quelqu'un arrive, lui sort de sa voiture, quelqu'un arrive par derrière, quelqu'un qui clairement l'attendait ou l'a suivi, là, quelque chose du genre. Puis là, le frappe... Oui, essentiellement la tête et la mâchoire a été complètement brisée. Donc, quand il a été retrouvé, il n'était même pas capable de parler là, à cause de ça. Donc, malheureusement, on aurait peut-être pu entendre là, quelque chose de sa bouche, mais c'était impossible pour le témoin qui l'a trouvé le matin. Qu'est-ce qu'il faisait à l'aubainerie, Fernand? En fait, il s'occupait de la maintenance, là, selon... il remplaçait quelqu'un qui était en maladie. Puis ce quelqu'un-là, selon nos sources, nos enquêteurs, c'est qu'il ressemblait étrangement beaucoup à M. Champoux, ce qui fait en sorte qu'on se demande, y a-t-il eu erreur sur la personne? Ça faisait combien de temps qu'il remplaçait ce... 2 mois. Personne? 2 mois. Okay. 2 mois. Donc 2 mois qu'il travaillait là, puis OK. C'est quoi son contexte de vie, Fernand Champoux, 68 ans, il habite où, il fait quoi, à part travailler à l'aubainerie depuis 2 mois? En fait, c'est un retraité de Poste Canada. Il a été facteur pendant quelques années, puis là, il était essentiellement bénévole là, avec les scouts, entre autres. Sinon, c'est quelqu'un de très apprécié de tous. Selon les témoins rencontrés, c'était pas quelqu'un qui avait une malice quelconque. Tout le monde l'aimait. Avec les scouts, quand même. Oui, quand même. Okay. C'est un homme marié? Oui, il était marié. Marié, il a-tu des enfants? Oui, il y a Patrick, qui est son fils, Okay. qu'on a vu dans les médias dans le passé. Là, ouais. OK. Puis Patrick, donc, habitait pas avec eux. Non. Donc, les enfants sont partis. Il habite avec son épouse. Il habite où exactement? Il habite à Mascouche. Dans un appartement, une maison? Dans un appartement, oui. Donc. En fait, c'est un appartement que son propriétaire aurait aimé qu'il quitte là, pour pouvoir laisser place au fils du propriétaire, là, pour des raisons médicales. Mais finalement, là, selon le témoignage de la cour, M. Champoux aurait gagné il aurait eu gain de cause, puis il aurait pu demeurer dans l'appartement. Mais ça ne faisait pas l'affaire du propriétaire. Là. Je sais qu'il est arrivé quelques petites... Des informations comme quoi que le propriétaire il aurait voulu s'arranger pour que Fernand quitte pareil de toute façon. Il était vraiment fâché de ça. Là. Mais là, évidemment, la première question, le propriétaire, j'imagine, a été rencontré, interrogé. Est-ce qu'on sait si... Oui, ça a été fait. Il a collaboré? On n'a pas l'issue de ces informations-là. On ne sait pas s'il y a un polygraphe? Non, ça, j'ai aucune idée. Mais un retraité de Poste Canada, là, il faut qu'il travaille à l'aubainerie? Il n'y a pas une bonne pension? Oui, sûrement qu'il devait avoir une bonne pension, mais ça devait être le genre d'homme qui voulait se désennuyer un peu. Puis ça devait être quelque chose de temporaire, c'était pour une question de maladie. Puis je pense que ça lui avait été demandé tout simplement, puis il avait dit oui, puis juste pas capable de dire non. Là, on ne sait pas avec quel objet il a été frappé. Ça n'a pas été retrouvé. Non. Mais on soupçonne sur un marteau, un bâton de baseball. Un objet contondant. Ça peut être un bâton de quelconque façon. Ouais. Là, il était stationné à l'arrière du commerce, dans le fin fond du stationnement, ce qui n'était pas son habitude. Il y a des caméras de surveillance. On est en 2006, là, autour d'un commerce. Puis j'imagine que
je connais pas exactement l'aubainerie de Mascouche, là, mais règle générale, dans ce genre de type de municipalité-là, on regroupe les commerces. Là. Fait qu'il devait y en avoir d'autres autour. Il y avait des poteaux, il y avait de l'éclairage. Il n'y avait pas beaucoup de commerce dans ce temps-là. Ça a beaucoup évolué après. Maintenant, c'est entouré de commerce. Mais à l'époque, Mais à non. l'époque, non. C'était des champs autour. OK. Donc, ouais, ça a évolué depuis ce temps-là. Il n'y a rien qui a été volé sur lui? Non. Bon. Rien connu. Fait que- donc, on sait clairement que c'est quelqu'un qui connaissait, là, je veux dire, parce que tu n'attaques pas quelqu'un violemment comme ça, par derrière. Surtout par derrière, ça indique encore plus, tu sais, pour en fait, On j'en en ai a des fait policiers. une couple d'enquêtes. Là. C'est ça, tu sais, dans le fond, ça indique que c'est peut-être quelqu'un qui assume même pas ce qu'il fait, mais qui sait très bien que ça va s'attaquer à cette personne-là, puis qui veut pas que la personne la voie nécessairement, comme dans les cas de meurtre où les yeux sont attaqués en premier, c'est parce que le meurtrier veut enlever la vue à la victime de ce qu'il est en train de faire. Fait que on est dans un cas qui ressemble à ça, là. Oui, effectivement. Puis on se demande, je veux dire, c'est quelque chose qui était comme ciblé. Ça s'est fait dans le temps de le dire, parce que l'autre employé est arrivé quelques minutes après. Là, c'était un début de shift. Là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a pensé à un moment donné peut-être à un enragé de la route. Ben, un enragé de la route, M. Champoux, il aurait été comme méfiant. Ça serait stationné le plus proche de la porte possible. Ben oui, quelque chose comme ça. Donc là, ben pourquoi, par exemple, qu'il a changé son habitude? Ça, Peut-être parce qu'il rencontrait quelqu'un. Oui, mais à 7h moins quart le matin, tu rencontres qui, juste avant d'aller travailler? Tu sais, c'est là, encore là, que ça Puis frapper à la tête, là, Ouais. c'est personnel. Ben oui. Je veux dire, c'est comment dire? C'est de l'acharnement. Oui. Puis tu sais, tu veux détruire la personne, Ouais. puis tu veux battre. Il s'est fait donner une volée, là, Une solide. vraie, oui. Puis on voulait pas qu'il survive. Là. C'était pas je te donne un avertissement. Là. Non. C'était garde, c'est terminé. Il y a eu Puis de l'acharnement. il y a eu de l'acharnement carrément. Ouais. Donc, est-ce qu'il est décédé sur les lieux? Donc, explique-nous un peu comment il a été retrouvé, puis comment ça s'est passé. Ben, en fait, quand il a été retrouvé, il était vivant, il était réveillé. Il a même essayé de parler à l'employé qui est rentré après lui. Il a pris même son sac, il avait comme un sac à lunch, puis il se l'est mis comme sous la tête, comme un oreiller, comme pour soutenir sa mâchoire, pour essayer de parler. OK. Mais c'était incompréhensible, là, qu'est-ce qu'il essayait de dire. Là, Ben voyons. Ouais, donc, après ça, ben, il est décédé à l'hôpital, mais il était en mort cérébrale quand il est arrivé à l'hôpital. Et, OK, donc c'est ça. On le retrouve vivant. Ça, c'est quand même particulier. Ça veut dire que la personne qui l'a attaqué l'a quand même laissé, ou l'a laissé pour mort en pensant qu'il ne se relèverait pas, ou à tout le moins a dû quitter rapidement là, sans s'assurer que la personne était décédée. Ce qui mettait. Je veux dire, ça veut dire que c'est planifié, mais pas bien planifié, mettons. Là. C'est ça. On dirait que c'est comme une attaque qui devait être faite rapidement. Là. Puis, parce que là, il devait attendre d'autres employés. Il devait savoir qu'il y avait d'autres gens qui étaient pour se pointer. Donc, c'était une attaque subite et puis on s'en va. Donc, qui était-ce? On aimerait bien le savoir. Là. Donc, c'est quoi, 6h50 à peu près que tout ça se passe? L'appel au 911 est logé quelques minutes après? Quelques minutes après, vers 7 heures, je dirais. L'employé devait arriver comme justement un peu avant 7 heures. Puis ça s'est fait très, très, très rapidement. Puis l'employé n'a pas vu de véhicule? Absolument pas. Il n'y a personne qui a rapporté avoir vu, parce que là, c'était pas très achalandé, on s'entend. Il n'y avait pas de commerce autour. Donc, il n'y a pas eu de témoin qui avait un véhicule partir Il à y a haute vitesse. une caméra qui a capté un véhicule vers 6h50. C'est un véhicule blanc, mais pas plus d'indices que ça. Donc, il présume que c'est peut-être l'assaillant là, qui est arrivé avec ce véhicule-là. Mais Un véhicule blanc. Oui. Mais ça, c'est pas vraiment pas... ça n'a pas amené à rien là, jusqu'à maintenant. Donc, on ne sait pas si le véhicule est impliqué, mais s'il l'est, c'était vraiment dans les minutes là, juste avant que le deuxième employé arrive. C'est quelqu'un qui connaissait le secteur, clairement, parce que c'était un angle mort de tout, là, tu sais. Donc, pas de caméra, pas de témoins autour. 6h50, c'était le moment parfait. Ça s'est passé très rapidement, parti très rapidement aussi. Donc, l'employé en question, là, c'est lui le témoin important. Oui, c'est lui qu'on n'est pas capable de trouver aujourd'hui. On l'a vu dans les médias, là, dans le passé, mais on n'est pas capable de mettre la main dessus. Donc, s'il nous écoute, s'il nous entend ou s'il entend parler de nous, ce serait bien qu'il communique avec nous, on aimerait y parler. Lui, il a collaboré avec les policiers, c'est ça? Oui. Okay. Oui, tout à fait.
Fait que c'est juste quelqu'un, dans le fond, c'est un témoin important. C'est un témoin important qu'on ne retrouve pas sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis qu'on n'a pas plus d'informations là, sur où est-ce qu'il pourrait se trouver aujourd'hui. Donc, à l'interne de l'aubainerie, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de rien de quoi que ce soit. C'est un homme sans histoire. Son épouse, aujourd'hui, est-ce qu'elle a quitté le fameux logement? Comment c'est... Bien, ça, là, son épouse est décédée aujourd'hui. Là, je sais qu'il y a eu un déménagement, mais dans le temps, je ne sais pas à quel moment. Ça a-tu été dans la même année là, que ça s'est produit, ou l'année d'après, ou plusieurs années après, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a eu un déménagement. Mais là, il remplaçait un homme. Ouais. Donc, il remplaçait depuis 2 mois, tu dis physiquement, il se ressemblait. Est-ce qu'on a enquêté sur cet homme-là? Je présume que oui, mais je ne le sais pas encore. T'sais, comme je vous dis, la police ne nous donne pas beaucoup d'informations là-dessus, mais nos enquêteurs, là, on a 2 enquêteurs sur le dossier chez nous, chez MDQ, puis eux, ils ont tenté de le trouver. On est prêts de le trouver. OK. Donc, on ne sait pas si c'est un gars sans histoire ou si c'est un gars... On ne sait pas. On a juste une photo qui démontre qu'il se ressemble. Ouais. Donc, il n'y a pas de mobile, en fait. Le seul mobile, ça aurait été une éviction d'appartement, mais... Ça serait un peu extrême comme réaction, on s'entend. Il y a des mauvais propriétaires, mais ça serait... Puis dans ce contexte-là, ça serait passé en fin de journée. On aurait pu dire, peut-être qu'il s'occupait d'un dépôt d'argent, puis qu'il aurait été attaqué, mais le matin, comme ça, tu n'arrives pas avec de l'argent. Il n'y a pas eu de vol. La seule chose qu'on a trouvée sur place, c'est un briquet, mais ils ont retrouvé le propriétaire du briquet qui n'avait absolument rien à voir avec ça. Là. Est-ce que c'est un homme anxieux? Est-ce que c'est un homme qui était préoccupé? Est-ce que les proches autour ont dit qu'il y avait quelque chose? Oui, l'employé qui l'a trouvé, il l'a dit lui-même qu'il se sentait comme suivi. Et puis, il y a une amie de Fernand qui mentionnait qu'il était anxieux, là, qu'il était nerveux. Tu pensais qu'il se faisait suivre? Oui. Il sentait qu'il se faisait suivre. C'est ce que l'employé aurait dit. Ah oui? C'est pour ça qu'on veut y parler. Mais voyons donc. Donc, il y aurait peut-être quelque chose de caché dans sa vie? Peut-être. À Fernand? Oui. Pour qu'il mentionne de se sentir se faire suivre, il devait avoir des indices quelconques qui l'amenaient à penser ça. Là. Puis il n'a jamais dit, mettons, qui il pensait que. Non, c'est pour ça qu'on aimerait poser plus de questions en profondeur à l'individu qui l'a trouvé là, pour pouvoir. On a-tu son nom? Oui, c'est Marc-André Lafortune, je pense que c'est Marc-André son prénom. C'est M. Lafortune, du moins. Donc je travaillais à l'aubainerie au moment des faits, donc c'est en 2006. Oui. Puis est-ce que lui, Marc-André Lafortune, il avait 68 ans aussi? Je sais juste de le placer, il était beaucoup plus jeune. Il était jeune, il devait avoir à l'époque peut-être 24 ans, peut-être. Il a l'air d'un homme de 24 ans là, dans ce que j'ai vu là, au niveau des médias. Donc, il était plus jeune que lui. Donc, il a dû être traumatisé quand même, tu trouves, ton collègue à moitié battu. Il a dit que c'était pas beau à voir, puis c'est lui qui essayait de comprendre ce qu'il disait, puis il n'a pas été capable de comprendre. Il a-tu enregistré avec son cellulaire? Non. Il n'a pas pensé à ça au moment de... Absolument pas. Marc-André Lafortune. Puis l'autre homme, là, que Fernand Champoux remplaçait, donc c'était un homme d'une 60aine d'années aussi, s'il se ressemblait. Oui, il doit avoir les cheveux blancs là, pour ressembler à Fernand. Là. Donc là, on va montrer la photo de Fernand Champoux dans le podcast. Donc, si vous connaissez un homme qui travaillait à l'aubainerie de Mascouche qui ressemble à Fernand, bien ça peut être une piste aussi, tu sais, de dire qui était cet homme-là, quel genre de vie il avait, est-ce qu'il y avait des contacts avec le crime organisé, est-ce que c'est quelqu'un qui faisait des commissions, tu sais, pourquoi il s'est absenté de son travail comme ça, puis il a eu besoin d'être remplacé pendant 2 mois, puis que le gars qui le remplace, tout d'un coup, se sent suivi. Il y a quand même quelque chose là de particulier. C'est étrange, effectivement. Oui. J'aimerais savoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'il disait vraiment. C'est beau dire je me sens suivi, mais as-tu dit autre chose? Je me sens suivi par qui? Ou par quoi? Une voiture, quelqu'un? C'est-tu des appels qu'il a reçus? Quelle sorte d'indices qu'il y a eu qui faisait pour le rendre nerveux? T'sais? Mais en même temps, si ça avait un lien avec l'homme qui remplaçait, mettons qu'il est suivi à un moment donné, je veux dire, ils vont se rendre compte que c'est pas le bon gars, j'imagine. Oui. Ils vont se rendre compte que si... Ben, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est embauché avec une photo, tu sais, je sais pas si tu comprends. Ouais. Ça aussi, c'est un élément qui est particulier. Tu sais, tu peux facilement faire une erreur sur la personne parce que ce que tu as, c'est la routine. Il s'en va là, tout à l'heure, puis là, tu te dis, bon, mon Dieu, il ressemble. Fait que dans ces dossiers-là, il y a des gens qui savent. Puis si c'est une erreur sur la personne, ben rendu là, faites juste le dire. Des années plus tard, comme ça, on n'a pas besoin de savoir quelle était la cause. Dans le sens que c'est pas la question d'être un délateur, c'est d'être un informateur. C'est pas du tout le même principe. On aurait la cause, mais que ça ne s'adressait pas à la bonne personne. Voilà. Oui, c'est ça. On voudrait avoir ces informations-là. Donc, son fils, j'imagine, est toujours à la recherche de réponses à Fernand Champoux. Oui, ça, c'est pas évident, là, ton père comme ça. Il lâchera jamais, là. Patron ne lâchera jamais, non. Non, c'est clair. Donc, bon, ça, c'est une des pistes.
Puis ensuite, ben là, évidemment, il y a le propriétaire, là, tu sais. Puis moi, ça m'étonne de Marc-André Lafortune quand même. Je peux comprendre, c'est traumatisant. T'as pas le goût de revisiter cette scène-là. Mais quand même, là, tu sais, si on te demande de venir t'asseoir puis de jaser, même si tu penses que tu n'as pas d'informations, tu en as peut-être. Exact. Peut-être que l'hypnose pourrait aider dans ce dossier-là aussi, tu sais. Peut-être que... Mais je veux dire, ce garçon-là, aujourd'hui, tu sais, il a peut-être l'impression d'avoir tout dit à la police. Il l'a peut-être fait, tout dit à la police, mais là, nous, on aimerait ça savoir ce qu'il a dit à la police pour pouvoir, tu sais, corroborer. Ça n'a pas évolué. Là, ben, c'est ça, tu sais, peut-être que nous, on a des pièces du casse-tête qui seraient complémentaires à ce qu'il y aurait à dire. Fait que c'est pour ça qu'on aimerait vraiment, là, c'est étonnant quand même que les policiers aujourd'hui, tu sais, 20 ans plus tard comme ça, ne veuillent pas juste collaborer un peu, tu sais, mettre ensemble les données. Tu sais, c'est pas un dossier où on va se ramasser en cours, c'est pas un dossier où une information qui est divulguée pourrait potentiellement polluer une cause ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout. Là. J'ai déjà parlé avec l'avocat Marc Bellemare à ce niveau-là, tu sais, qu'après 25 ans, là, quand la police arrive à rien, là, ça serait quoi d'utiliser la famille pour pouvoir essayer d'avoir plus d'informations, donner un petit peu plus d'informations à la famille pour dire « Ah, ben oui, là, parce que, tu sais, des fois, tu te fais dire quelque chose, puis juste une petite affaire, ça va te déclencher un gros souvenir, mais ça pourrait arriver, ça aussi, là. Mais là, la famille est gardée, il n'y a pas d'informations qui est divulguée, là. Que ça fasse 25, 35, 45 ans, comme dans mon cas, on me donne pas plus d'informations. J'ai demandé la photo du salon dans ma propre maison en ce qui concerne ma mère, parce que la police l'a prise, puis ils m'ont dit non, ça appartient à la police. Fait que c'est juste pour dire, là, tu sais, c'était une photo banale, c'était pas une question d'enquête, c'était pour un souvenir personnel. Fait que c'est la même chose, là, tu sais, je veux dire, pour les autres, là, je veux dire, quand quelqu'un se fait assassiner, puis que ça fait 25 ans que tu tournes en rond, que tu trouves pas d'informations, je pense que tu pourrais assigner des enquêteurs qui vont aller refaire le tour, reparler aux témoins, reparler à la famille. Avez-vous noté quelque chose de différent? Avez-vous quelque chose à rajouter? Non? Ben, on aurait ça, nous, à vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Ah, ben oui, c'est vrai. Fernand m'en a déjà parlé de, tu sais, whatever, ça pourrait déboucher sur quelque chose. Parce que toi, Stéphane, c'est ta mère qui a été violemment assassinée, là, quand tu étais très jeune. Fait que toi, tu le sais comment il se sent Patrick Champoux. C'est-à-dire que il doit aller voir des clairvoyants, des médiums, il doit sans arrêt chercher des réponses à chaque fois qu'il y a un dossier qui évolue. C'est comme ça devient presque impossible de continuer à vivre. Tu peux pas. Tu peux pas, parce que c'est injuste ce qui s'est passé. Tu peux pas. Il n'y a pas un moment que, même si ça se résout, ça demeure injuste, qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand c'est pas résolu, ben c'est pire. Tu peux pas avancer. Non. Mais lui, il n'y en a pas des hypothèses ou des théories. C'est sûr que lui, là, c'est la personne qui a réfléchi le plus à ça puis qui a posé le plus de questions pour enquêter le plus possible, mis à part les policiers puis meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Mais Patrick, lui, c'est quoi ses thèses, ses hypothèses? Il sait pas. Il demande à savoir c'est quoi. Puis je pense qu'il ne nous le dira pas nécessairement ce qu'il pense parce qu'il ne veut pas nous fausser. Nous, on ne se fie pas trop à ce que les gens peuvent penser. On se fie à ce qu'ils disent, là, mais pas à ce qu'ils peuvent penser. Donc, je crois que lui, quand il nous a donné le mandat d'enquêter sur son père, il ne nous a rien dit. Il nous a dit faites ce que vous avez à faire. Vous avez le goût de le faire, mais il ne voulait pas qu'on parte à partir de... Mais mettons que moi, je l'appelle, là, après. Juste pour essayer d'avoir son idée. Peut-être qu'il ne voudra pas te le dire à toi parce que tu as tes enquêteurs, puis... Mais penses-tu qu'il accepterait de nous parler à moi? C'est sûr qu'il va vous parler. Oui. Patrick est très ouvert à parler. On pourrait peut-être l'appeler puis juste voir c'était quoi ses hypothèses. Puis nous, ça nous permettrait de notre côté peut-être de juste relancer l'appel à tous puis que ça soit juste un peu plus précis. Parce que là, tu sais, à part de dire si vous connaissiez, comme on vous a dit, quelqu'un, donc le gars qui remplaçait, si vous connaissez Marc-André Lafortune, bon, ça, c'est deux... Mais il y a peut-être plein d'autres affaires aussi. Exactement, oui, tout à fait. Ben, je pense qu'on va le faire puis on mettra ça sur les réseaux sociaux aussi. Ben oui, parce que dans le fond, ce qui manque, c'est le mobile. Là. C'est ça, un meurtre aussi violent, puis on n'a aucune idée du mobile, fait que la solution est là, dans le sens que si c'est une erreur sur la personne, ben là, on va comprendre. Je pense pas que, mettons, c'est le propriétaire. Ça serait étonnant, mais tu sais, s'il avait été anxieux avant, puis qu'il se sentait suivi, c'est sûr qu'il en a parlé avec son épouse. C'est sûr que Patrick a entendu des affaires. C'est sûr qu'il y a plus d'informations autour de ça. Là. Ils ont dû
faire toutes sortes d'hypothèses. Ils sont allés plus loin que ce qu'on a là maintenant C'est quand sûr, on fait le podcast. Fait que là, ce qu'on va vous dire, c'est que oui, on est disponible partout. Ton numéro de téléphone encore. Qui est le 819-200-4628 ou info@meurtre-et-disparition.com. Bon, nous autres, on a la page Facebook. On Oui. a tout ce qu'il faut de réseaux sociaux. Là, venez nous voir sur les réseaux sociaux. On va l'appeler. Ben oui. On va l'appeler. Ben oui. Puis on va enregistrer l'appel s'il veut. Puis on va aller chercher les informations. Puis on va essayer d'être un petit peu plus précis dans notre appel à tous. Mais je suis Absolument. certaine, Marc-André Lafortune, on te cherche. Et puis l'homme aussi que Fernand remplaçait. Puis s'il y a eu d'autres meurtres du type dans ce coin-là, je pense pas. Ben, du type, non. Mais c'est sûr qu'il y en a dans le coin. La violence à Mascouche, il y en a. Il y en a, oui. OK. Malheureusement. Bon, ben c'est bon. Fait qu'on va faire évoluer les choses un peu sur nos plateformes là, en ce qui concerne Fernand Champeau. Oui, et dans le prochain épisode, on se déplace à Blainville en 1988. Chantal Rochon, 17 ans, une autostoppeuse connue du secteur de la rue des Mésanges, disparaît non loin de son domicile. 10 jours plus tard, son corps est retrouvé dans un boisé non loin de la mairie. On a tenté de cacher son corps. Un dossier qui est vraiment troublant et qui va savoir vous surprendre. Oui,